de webinaires d'approfondissement autour des soins palliatifs. Donc, vous avez vu que cette deuxième série est complémentaire de la première qui s'était terminée début juillet. Certains n'ont pas participé à la première session, mais on les accueille bien volontiers. D'autres se sont peut-être pas encore réinscrits. Et puis, on va voir comment ça avance au fur et à mesure de notre série. Puisque ce partenariat se fait entre la SFAP et la FNEAD autour de l'amélioration de nos compétences et de notre réflexion en termes de soins palliatifs. Donc cet été, à l'issue de la première série de webinaires, il y a une enquête qui a été réalisée, et peut-être que vous n'en avez pas été destinataire. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont participé au webinaire de la série précédente. Renseignez-vous auprès de vos directions si vous n'avez pas été sollicité pour pouvoir répondre, parce que notre objectif au travers de ce questionnaire, c'est de mieux répondre à vos attentes et pour voir si l'organisation vous convient et le contenu, et puis aussi quel contenu complémentaire vous attendriez. Donc, n'hésitez pas à nous répondre, il est encore temps. Deuxième petit message, dans ces webinaires, on a un certain nombre de partages d'expériences, de partage de compétences, d'outils, et les outils vous sont poussés en fin de session. Mais il nous semble que pour tirer le meilleur profit de ces webinaires, eh ben, ça nécessite ensuite un travail de votre côté au sein de vos équipes. On a bien noté qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui participent de façon collective et donc qui entendent la même chose au même moment. Ben, c'est l'occasion après peut-être de reprendre ça pour vous l'approprier, pour le diffuser, pour l'adapter et puis après aussi, j'espère, pour le mettre en œuvre. Voilà, donc bon courage à vous. Et puis aujourd'hui, on recommence donc sur une dimension un peu spécialisée avec l'oncologie. Donc on a fait le choix d'être plutôt du côté des tumeurs solides et pas de l'hématome. Enfin, un certain nombre des choses qu'on va se dire peuvent concerner l'hématologie. Et donc la parole va être à Bruno Russias, qui est médecin au CLCC de Léon Bérard, mais surtout praticien d'HAD. Donc c'est un exercice un peu particulier puisque qui est quasi exclusivement lié au cancer, mais justement c'est ça qu'on cherche à pouvoir approfondir aujourd'hui. Donc c'est une opportunité pour nous et Bruno, la parole est à toi. Alors dernière petite précision, vous allez comme d'habitude avoir un exposé de 45 minutes à peu près, et puis on aura un temps d'échange. Donc n'oubliez pas qu'il y a un chat et que vous pouvez poser au fil de l'eau vos questions, et puis on regroupera tout ça à la fin pour avoir un échange complémentaire. À toi, Bruno. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Merci pour cette proposition d'intervenir au sein de cette session qui est en effet très intéressante pour moi de par ma double casquette de médecin praticien d'hospitalisation à domicile et médecin spécialisé au centre. Je pense qu'il me le fait en direct. Allô? Vous coupez vos micros. Donc du coup, je vais tout de suite vous passer la petite slide suivante qui est un QR code de petit questionnaire de on va dire pré-présentation pour un petit peu évaluer les bases que vous avez sur ce type de prise en charge des soins palliatifs dans le cadre de l'oncologie et notamment en lien avec l'hospitalisation à domicile. Donc comme vous l'a un petit peu dit Elisabeth, moi j'ai cette double casquette de praticien d'hospitalisation à domicile qui me permet de faire la pratique de ville et le lien ville-hôpital. Et j'ai également la casquette de médecin praticien de centre, dans le sens où je travaille dans une unité qui s'appelle unité de gestion et d'évaluation de l'imprévu, qui est un peu un équivalent d'urgence. Je vous en parlerai rapidement tout à l'heure, mais qui permet justement d'avoir cette vision extra-hospitalière. Et je suis également du coup le responsable du département de coordination des soins externes et des interfaces au sein du Centre Léon Bérard, qui permet de coordonner l'ensemble des soins entre l'intra et l'extra-hospitalier pour la spécificité de l'oncologie. Donc j'espère pendant ce petit temps où je me suis présenté, vous avez eu le temps de flasher ce QR code pour faire le petit quiz qui est très rapide à faire, ces 5 petites questions qui nous permettront justement d'ouvrir un petit peu des discussions à la fin en reprenant un petit peu vos différentes réponses à ce petit quiz. Je vous laisse encore 2 petites minutes pour y répondre.
Et comme ça, après, on pourra démarrer la présentation. Donc, comme l'a dit Elisabeth, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en parallèle et j'y répondrai du mieux que je peux à la fin. Et on pourra bien évidemment échanger sur des situations. À la fin, vous verrez, je vous présente deux situations cliniques. On pourra échanger et voir un petit peu justement les différentes modalités d'échange qu'on peut avoir dans ces prises en charge qui sont en effet assez spécifiques à la cancérologie. Il vous reste encore Bon, une petite je pense minute. que c'est bon, Bruno, C'est tout on peut bon? y aller. C'est bon. Allez. Alors là, c'est le plan qu'on va suivre. Donc, je vais vous parler une brève introduction. Vous parler de la prise en charge oncologique et le lien ville-hôpital au travers des stratégies décennales de lutte contre le cancer, des soins d'accompagnement, mais également de la feuille de route de la FNEAD. Je vais vous parler brièvement de l'organisation de l'HAD au sein du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer dans la région Rhône-Alpes. Et ensuite, la prise en charge oncologique en HAD, du traitement médicamenteux systémique du cancer vers l'accompagnement soins de support et accompagnement de fin de vie. Et je vous mettrai un petit peu en lumière tout ça au travers de deux cas cliniques qui nous ouvriront la conclusion et une discussion. Les soins palliatifs en cancéro et en jeu, je sais pas quoi. Vous pouvez Alors, couper vos n'oubliez pas de micros, s'il vous plaît. couper vos micros. Donc, selon l'INCa, il y a 433 000 nouveaux cas de cancer en France comptabilisés en 2023. C'est un chiffre qui est en augmentation annuelle. C'est toujours la première cause de mortalité prématurée en France. Il y a environ 162 400 décès par cancer survenus en France en 2021. Et selon le rapport justement de la stratégie de la décennale des soins d'accompagnement, d'ici à 2035, le nombre de patients qui auront besoin d'une prise en charge palliative est estimé par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023 à près de 440 000 personnes, soit une augmentation de 15% par rapport à aujourd'hui. Je vous ai repris ce petit rapport qui date de 2019, qui est l'évaluation, qui est rentré dans l'évaluation du plan cancer 2014-2019, qui était l'Observatoire sociétal des cancers, et ils avaient questionné face au cancer l'épreuve du parcours de soins, et c'était un rapport qui questionnait les patients directement. Il avait été évalué au travers de ce questionnaire, de cette interrogation des patients atteints de cancer, que le parcours de soins en cancérologie avait un vécu mitigé selon les patients, qu'il y avait un accompagnement nécessaire, c'est-à-dire avoir les bons interlocuteurs, qu'il y avait un rôle primordial de l'entourage, et ce qui nous a amené à réfléchir sur la position des aidants. Il y avait une difficulté dans les démarches administratives en lien avec cette pathologie chronique et notamment les infections longue durée, mais également les aides à mettre en place au domicile. Et ça, on le voit, nous, très régulièrement dans le cadre de l'hospitalisation à domicile notamment. Un grand besoin de coordination entre les professionnels. Il avait été également rapporté que le vécu était dépendant du nombre de traitements reçus par le patient. En effet, c'était différent si le patient avait seulement eu une chirurgie ou s'il avait eu chirurgie plus chimio ou s'il avait eu chirurgie plus chimiothérapie plus radiothérapie. Et ça va également dans le rôle de la coordination entre les professionnels. C'est-à-dire plus il y a de traitements, plus il y a besoin de coordonner les professionnels entre eux. Enfin, il avait été rapporté une inégalité sociale et géographique. Donc, ils avaient relevé que plus le revenu était faible, plus le patient cumulait les difficultés. Et plus le revenu était faible également, plus les échanges avec les soignants étaient considérés comme moins satisfaisants. Donc là, je vous invite, si vous êtes intéressé, je pourrais vous transférer le document qui correspond à cet observatoire que vous pouvez retrouver sur Internet en tapant tout simplement Observatoire sociétal des cancers. C'est en accès libre. Donc, ce qu'il en ressortait, comme je viens de vous le dire, c'était la satisfaction mitigée des patients du parcours de soins en oncologie, puisque la note globale des patients était de 6,1 sur 10, avec, vous voyez, une évaluation qui peut être très variante suivant les patients, d'un parcours complètement chaotique à un parcours idéal. Et on voit que, on va dire, un quart de la population est plutôt aux alentours d'un parcours difficile et un parcours lourd de traitement. Une chose importante à souligner, du coup, ça ira plus loin dans mon propos concernant la coordination, c'est qu'on voit que 61% ont eu un appui, ont demandé des soins de support en oncologie, mais que les patients qui ont eu accès à ces soins de support étaient moins satisfaits de leur parcours que les patients qui n'en avaient pas. Alors, au travers de ça, je ne veux
je ne suis pas du tout en train de vous dire que les soins de support sont moins appréciés. C'est juste que ce sont un intervenant supplémentaire dans la prise en charge du patient qui est déjà face à un oncologue, un radiothérapeute ou un chirurgien, et qu'on rajoute une petite case qui s'appelle les soins de support. Et ce que ça met en lumière, cette évaluation, c'est qu'il y a un besoin de coordination pour que le patient ne se retrouve pas perdu entre les différents interlocuteurs qu'il peut avoir. Là, vous avez encore également ce schéma qui nous montre que l'épreuve la plus difficile pour le patient, et c'est du coup son vécu, c'est l'épreuve de l'annonce. Et entre l'avant-annonce, au moment où on commence à suspecter une pathologie oncologique, et l'annonce, on n'est que en dégradation, et que par la suite, une fois que le patient est pris en charge, l'évaluation globale de la prise en charge s'améliore. Et enfin, comme je vous le disais, la coordination nécessaire entre les professionnels de santé. Si le patient a perçu un manque de coordination, l'évaluation globale de leur parcours est bien évidemment moins bonne que si le patient a eu une bonne coordination dans sa prise en charge. Donc, au travers de ça, de cette évaluation qui allait dans l'évaluation de la stratégie décennale du plan cancer 2014-2019, il a été écrit la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Donc, la nouveauté dans cette stratégie, c'est que c'est une stratégie sur 10 ans et non plus sur 5 ans comme les anciens plans cancer, qui s'articulait autour de 4 axes principaux. Le premier axe qui était améliorer la prévention. L'axe 2, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. L'axe 3, lutter contre les cancers de mauvais pronostic. Et l'axe 4, s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Ensuite, ils ont décliné ces axes. Alors, je vous ai fait un résumé dans la slide suivante sur, si j'arrive à la passer, sur les 2 axes qui nous concernent plus sur limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, et lutter contre les cancers de mauvais pronostic. Donc, dans limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, on a proposé un programme national de pertinence et de désescalade thérapeutique. En quoi cela consiste, cette proposition? C'est surtout de systématiser les réunions de concertation pluriprofessionnelles avec une analyse des toxicités des traitements, afin de pouvoir à la fois imaginer la survie globale, ce qui était l'objet de toutes les études en cancérologie, mais aussi la qualité de vie dans la prise en charge. En d'autres termes, on va réfléchir plus maintenant en termes de quantité et qualité de vie et non plus stricto sensu, comme ça l'était à l'époque, en quantité et en durée de vie. Donc, ça nécessite un renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et notamment à la notion de désescalade thérapeutique et de qualité de vie. Et c'est proposé chaque fois que possible, si c'est possible, la possibilité d'avoir des soins ambulatoires au domicile, le cas échéant. Garantir la qualité, l'accessibilité et l'évolution de l'offre soins de support, c'est pouvoir permettre à l'ensemble des patients de pouvoir avoir accès à ces soins de support et donc accompagner les professionnels par des formations et des outils d'aide à la pratique. Il faut également élaborer des référentiels organisationnels des soins de support et enfin encourager une offre de soins de support en proximité. Il y a rompre l'isolement des personnes. Donc, c'est accompagner les professionnels de ville et les professionnels de proximité sur la promotion de la chimiothérapie orale afin qu'ils apportent les informations dans la prise en charge oncologique et développer également le numérique avec la téléconsultation et le télésuivi. Enfin, mettre en place un suivi personnalisé et gradué entre la ville et l'hôpital. Donc là, ça nous concerne plus particulièrement, notamment dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Notamment en mettant en place une gradation du suivi ville-hôpital des patients. Excusez-moi s'il y en a qui peuvent, si vous pouvez couper vos micros, excusez-moi. Développer et déployer des outils pertinents d'interface et d'échange entre les professionnels, ce qui rentre dans le cadre notamment de la coordination. Proposer des recommandations et des actions de formation innovantes et communes à l'ensemble des professionnels. Ce type de webinaire en est un des exemples. Enfin, comme je vous le disais, le rôle primordial de l'entourage qui a été relevé dans cette enquête, il faut donc du coup réfléchir à comment soutenir les aidants pour préserver également leur santé et leur qualité de vie afin de pouvoir aider les patients. Donc, il faut, dans un premier temps, les identifier. Ce qui est le plus important, c'est l'identification de ce qu'est un aidant et comment on définit un aidant. Ensuite, offrir aux aidants un soutien en termes psychologiques, de lieu de répit et d'information. Et enfin, renforcer les actions de conciliation de vie professionnelle et du rôle de l'aidant.
Et enfin, assurer une information utile et simplifier les démarches pour faciliter le parcours de vie. Donc ça, je vous disais, c'est qu'ils trouvent rapidement que les démarches administratives complexifient leur prise en charge et il y en a beaucoup qui renoncent à l'accès à ces aides. Enfin, lutter contre les cancers de mauvais pronostic pour garantir le parcours fluide en proximité et de recours. Aider les équipes hospitalières à établir les meilleures stratégies thérapeutiques, notamment en cas d'échec thérapeutique, envisager la fin des thérapeutiques actives dans les meilleures conditions et en lien avec le patient. Permettre aux personnes de bénéficier de soins de support renforcés en mettant en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux facteurs de risque afin de garantir une prise en charge renforcée de la douleur et des soins palliatifs et systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de la stratégie décennale de 2021-2030 de lutte contre le cancer. En parallèle de celle-ci, je vous ai remis la stratégie décennale des soins d'accompagnement que vous avez peut-être déjà revu lors d'un webinaire précédent, dont les objectifs étaient divisés en 4 objectifs principaux. Le premier étant un accès plus juste aux soins d'accompagnement par faire valoir les droits des patients et renforcer l'œuvre de soins par filière et par territoire pour répondre aux besoins croissants des patients pris en charge. Et enfin, mobiliser l'ensemble de la société. Donc, on revient également sur mobiliser les aidants et les bénévoles, mobiliser et organiser les territoires, et enfin, mieux accompagner le deuil. Et l'objectif 3 était développer la recherche et la formation afin d'acculturer et de déployer la vision globale et l'acculturation dans les soins d'accompagnement. Et enfin, piloter l'ensemble des acteurs au sein de cette thématique. Dans la stratégie décennale des soins d'accompagnement, je vous ai remis ici un petit peu la prise en charge globale, la photographie des effectifs de patients. Donc, on voit que sur 190 000 patients pris en charge, donc c'était en 2021, on voit qu'il y a une articulation entre l'hospitalier pur, le domicile pur et l'hospitalisation à domicile qui est entre les deux. Et on voit qu'en 2023, en 2021, on était à 46 371 pris en charge dans le cadre de l'HAD en soins palliatifs. Et on voit que c'est en augmentation constante, notamment en 2023, cela passe à 70 000 patients et c'est en constante augmentation. Il y a également dans la stratégie décennale des soins d'accompagnement une volonté de rendre une formation hospitalo-universitaire en formant des maîtres de conférences et des PUPH. Et enfin, d'augmenter la formation globale du nombre de soignants formés aux soins palliatifs afin de pouvoir élargir l'offre de soins pour les patients. Les soins palliatifs en cancérologie et les soins de support. Donc, la cancérologie a un axe un petit peu particulier sur les soins palliatifs puisque les soins palliatifs sont souvent associés aux soins de fin de vie. Et dans la cancérologie est souvent associée au risque de décès. En d'autres termes, on a souvent l'épée de Damoclès qui se met au-dessus de la tête du patient à partir du moment où on lui parle du mot cancer. Donc, je vous remets ici un petit peu les grandes notions des soins palliatifs, qui sont le respect, la volonté et de la dignité du patient, la prise en compte de sa souffrance globale, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, l'information et la communication avec le patient et ses proches, la continuité et la coordination des soins, y compris face aux situations d'urgence, et la préparation à la phase terminale et au deuil. La volonté des professionnels spécialisés dans la prise en charge palliative est d'intégrer progressivement des soins tout au long du parcours des patients, et ce, le plus précocement possible. Et c'est là où on parle notamment des soins de support. Donc, dans cette brochure, il y a une petite notion justement qui explique un petit peu la subtilité entre les deux, qui dit que les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés, selon la définition de l'OMS en 2002. Les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant la maladie et lors des suites qui concernent principalement la prise en compte de la douleur et de la fatigue, mais aussi les problèmes nutritionnels, les troubles digestifs, respiratoires, génito-urinaires, troubles moteurs, handicaps et problèmes odontologiques. Ils concernent également les difficultés sociales, la souffrance psychique, les perturbations de l'image corporelle et l'accompagnement de fin de vie, selon la circulaire du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en cancérologie.
Donc la différence n'est pas toujours extrêmement tranchée. Dans la pratique, on dit que les soins prodigués sont du même ordre et partagent la même philosophie de soins et le même objectif de qualité de vie, mais on aura tendance à parler des soins de support au cours de la prise en charge de la maladie et de soins d'accompagnement dans un contexte de fin de vie. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'ils ont un petit peu changé la terminologie et ils ont appelé ça les soins d'accompagnement, afin de moins catégoriser la prise en charge dans du palliatif qui fait souvent peur dans la population générale et plutôt la mettre dans une prise en charge globale du patient. Parallèlement à tout ça, je vous ai remis la feuille de route stratégique de l'HAD 2021-2026 que nous connaissons tous, j'imagine, autour de cette table, qui sont d'améliorer la connaissance de l'HAD et l'attractivité de cette activité, renforcer la place de l'HAD dans l'organisation territoriale et sanitaire, et c'est là tout l'enjeu que nous avons, nous, dans le positionnement des prises en charge, notamment en oncologie, sur, je vous le dirai justement après, l'intégration rapide de l'HAD dans la prise en charge d'un patient suivi pour un cancer, qui permet d'amener toutes les notions de prise en charge globale, prise en charge de proximité et prise en charge au domicile. Développer l'articulation entre HAD et le secteur social et médico-social et renforcer le rôle de l'HAD dans les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de précarité. Donc, c'est également la même chose, s'insérer dans la prise en charge dès le plus tôt chez tous les patients. Renforcer la qualité et la pertinence de la prise en charge en HAD, faire de la e-santé et du numérique un levier de diversification. Donc, c'est ce que je vous exposais en préambule, c'est avec l'aide du numérique, comment casser les frontières et les barrières et pouvoir diffuser de manière plus large et sécuriser les informations concernant les patients. Permettre aux patients et à ses aidants d'être au cœur dans leur parcours HAD et développer la recherche et l'innovation en HAD. Donc après toutes ces petites présentations, donc je vous ai remis l'achat des modes d'emploi que tout le monde connaît, c'est pour tous les patients, qu'ils soient suivis pour une pathologie grave, aiguë ou chronique, peu importe son lieu de domiciliation, c'est une prescription médicale avec une évaluation de l'état de santé par l'équipe d'HAD, une mise en place au domicile et une réalisation des soins par des professionnels de santé, comme si on était à l'hôpital, une prise en charge 24/24, 7 jours sur 7, prise en charge à 100% par l'assurance maladie et qui répond aux chartes du patient hospitalisé et une certification qualité et sécurité des soins par la Haute Autorité de Santé. L'HAD oncologique, comme beaucoup d'HAD, permet d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation conventionnelle chez des patients qui ont une pathologie chronique dans des phases aiguës ou chroniques. Elle permet, comme on le sait, d'améliorer la qualité de vie du patient en permettant de rester dans son environnement habituel. Elle permet de maintenir la continuité des soins, de réduire les risques liés aux hospitalisations prolongées, telles que les infections nosocomiales ou la perte d'autonomie, permet une adaptation aux besoins évolutifs de la prise en charge et permet un soutien également renforcé aux proches. Je voulais vous présenter du coup l'exemple du département de coordination des soins externes et des interfaces que je dirige par justement l'organisation qui nous permet d'intervenir à tout moment de la prise en charge du patient. Donc la particularité de notre HAD est qu'elle est régionale, spécialisée en oncologie et réactive comme l'ensemble des HAD maintenant. On a une sous-catégorie qui s'appelle les soins à domicile coordonnés, qui nous permet d'avoir une connaissance en amont et en aval de l'HAD pour des patients qui ne relèvent pas stricto sensu de l'HAD, mais pour lesquels la prise en charge, on va dire, se complexifie au domicile et pour lequel le lien avec les partenaires libéraux nous permet de connaître le patient avec ses libéraux rapidement dans sa prise en charge. L'exemple que je prends souvent, c'est une antibiothérapie simple type ceftriaxone pendant 7 jours. Ça ne va pas relever stricto sensu de l'hospitalisation à domicile, mais on va prendre la partie de coordonner le soin avec une astreinte médicale qui va répondre également à ces patients, qui nous permet d'avoir un lien renforcé avec les libéraux. Nous avons par exemple à tout ça une astreinte régulation médicale 24/24, 7 jours sur 7, afin d'aider d'être une aide à la décision pour les partenaires libéraux, médecins, infirmiers, afin de maintenir le domicile et d'évaluer régulièrement si à un moment le patient a besoin de basculer vers l'hospitalisation à domicile. Ça, c'est ce que j'appelle la coordination des soins externes. Nous avons parallèlement à ça 2 entités intra-hospitalières que sont l'unité de gestion et d'évaluation de l'imprévu, qui est un équivalent d'urgence pour une prise en charge aiguë en lien avec le cancer ou ses traitements, où le médecin qui fait fonctionner cette unité est un médecin qui fait de l'HAD, ce qui fait qu'il va avoir une vision assez globale de ce qui peut être fait dans le cadre de l'HAD ou ce qui nécessite forcément une hospitalisation sur une unité particulière, que sont les 2 unités dites post-UGUI. Et parallèlement, on va avoir une interface qui va intervenir sur l'ensemble du centre ou en extra-hospitalier,
qui va recevoir l'ensemble des demandes de retour au domicile avec une technicité au domicile et qui va pouvoir évaluer et orienter le patient en fonction de sa complexité. Pourquoi je vous parle de cette organisation-là? Puisqu'on voit qu'à tout moment dans la prise en charge, on peut intervenir au domicile du patient et réfléchir à comment optimiser et comment se mettre en lien soit avec des HAD locales, soit avec le médecin traitant et les infirmiers libéraux, soit avec des hôpitaux de proximité, et comment pouvoir répondre aux uns et aux autres pour trouver le meilleur lieu de prise en charge du patient. Donc, comme je vous l'expliquais par le schéma précédent, ça nous permet de nous intégrer dans le parcours de soins du patient en cancérologie à toutes les étapes, que ce soit dans l'urgence ou pour les soins, des soins programmés à l'hôpital et au domicile. On a un lien régulier entre les prescripteurs, les spécialistes tout au long du parcours pour donner une vision globale du patient dans toutes ses composantes. Le lien entre le domicile et l'hôpital, on permet de faire ce lien entre le domicile et l'hôpital. On évalue et anticipe les besoins dans les services de soins et on fait le lien également avec l'équipe mobile de soins palliatifs par une intervention au sein des services et une proposition rapide du retour au domicile en adaptant les prises en charge. Donc là, je vous reprends un petit peu les grandes thématiques qui nous permettent de nous insérer au sein des prises en charge. Donc, il y a les HAD qui vont se développer de plus en plus, notamment grâce à l'article 50 dans lequel j'espère que de nombreux HAD ont pu s'insérer, qui permet d'être la première étape dans la prise en charge au domicile. On peut justement avoir l'évaluation globale du patient à ce moment-là et pouvoir justement évaluer les besoins qu'il va avoir en soins de support pour quelque chose qui va rester au final assez technique, puisque du coup, l'administration est plutôt technique, mais on va avoir une évaluation globale du patient. On va se mettre en lien avec les médecins traitants. Ça va nous permettre d'accompagner le patient à toutes les étapes de sa maladie. Dans le cadre de l'article 51, dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure, on a pu mettre en place également de l'éducation thérapeutique du patient, mais également des soignants autour de lui. Et on forme les intervenants au domicile puisque nos fournisseurs de soins sont exclusivement les intervenants libéraux. Ça nous permet également d'anticiper les dégradations au domicile et du coup de renforcer le lien ville-hôpital. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, parce que j'ai un bip dans l'oreille. Donc, c'est une prise en charge qui est très structurée avec une traçabilité, comme vous le savez, de chaque étape, un accord du patient qui doit avoir reçu une information claire, loyale, appropriée, une validation du protocole et une prescription par l'oncologue, fabrication, conditionnement par la pharmacie hospitalière, envoi au domicile, évaluation clinique et qui permet d'inclure de plus en plus, de notre côté en tout cas, le médecin traitant pour la validation de l'administration et qui lui permet de garder le suivi de son patient. La validation, elle se fait également en lien avec l'équipe de l'HAD. Enfin, il y a l'administration au domicile selon un protocole, stockage, récupération des déchets, une traçabilité dans notre DPI et il y a une communication essentielle avec l'oncologue prescripteur en cas d'événement indésirable. Les autres modes de prise en charge que vous connaissez bien également, c'est les traitements à travers multiples avec les molécules, notamment avec des molécules de réserve hospitalière, la nutrition parentérale, donc ça nous permet justement d'avoir des liens avec les équipes des soins de support et de nutrition, les technicités type Pleurix, Péritix, nous permettent d'avoir des liens avec la chirurgie, la prise en charge de la douleur, notamment avec les PCA, qui nous permet d'avoir un lien avec les équipes de soins de support et qui nous permet également d'avoir une évaluation continue au domicile afin d'anticiper la dégradation qui nous permet de garantir la qualité de vie des patients. Et enfin, les HAD soins palliatifs, où là, on a un suivi pluridisciplinaire, médecin, infirmier, assistante sociale, psycho, kiné, diète, pour pouvoir prendre en charge les symptômes liés au cancer avec un suivi psychosocial renforcé, une approche globale du patient et un accompagnement de fin de vie au domicile avec un lien ville-hôpital renforcé. Je vous parle rapidement de 2 expérimentations qui ont été faites au sein de Unicancer, donc qui est la fédération équivalente de la FNEAD sur les différents centres de lutte contre le cancer. L'expérimentation OncoLink sur la thérapie orale en oncologie, qui a permis justement, dont les objectifs principaux étaient d'améliorer la qualité du suivi des patients sous anticancéreux oraux, de réduire les complications, les hospitalisations ou autres soins liés à un mauvais suivi des traitements et de renforcer la coordination ville-hôpital.
Donc, c'est une organisation qui s'est faite en 3 séquences. Une séquence 1 qui est plutôt d'initiation du traitement, avec éducation du patient, une coordination initiale entre l'hôpital, le médecin traitant et le pharmacien. Une séquence 2 qui est un relais avec un suivi proximal assuré par le pharmacien d'officine avec entretien à chaque dispensation et une transmission des données via des plateformes sécurisées. Et une séquence 3 qui est un suivi distal avec une surveillance déléguée davantage à la ville avec une coordination maintenue entre tous les acteurs impliqués. Cette expérimentation, ce qu'elle permet justement, c'est de décentraliser la prise en charge oncologique. En gros, l'hôpital va donner les informations nécessaires au suivi et à la prise en charge du patient pour que le patient ne contacte pas systématiquement le service spécialisé pour sa prise en charge, mais qu'il y ait plutôt un relais de l'information à proximité et que le patient puisse interagir avec les partenaires de proximité. Le centre de lutte contre le cancer Léon Béra est un centre régional basé sur Lyon, mais on a des interventions sur l'ensemble de la région. L'idée, c'est de pouvoir justement avoir l'expertise d'un centre expert, mais pouvoir relayer ces informations en proximité. Une autre expérimentation qui était l'article Parcours coordonné de l'administration de l'immunothérapie à domicile, dont l'objectif était d'optimiser les ressources et les moyens, améliorer la qualité de prise en charge des patients, en sécurisant le parcours de soins par une surveillance pluriprofessionnelle, une prise en charge précoce des effets indésirables, une réduction de la fatigue liée au transport et un retour plus facile dans la vie normale, en renforçant notamment le lien ville-hôpital et en développant des savoirs et des compétences en oncologie, notamment par la formation à l'ETP et à l'immunothérapie pour les partenaires libéraux et en facilitant les échanges entre professionnels hospitaliers et libéraux pour un partage de connaissances renforcé. Donc également un exemple d'expérimentation qui permet d'intervenir rapidement dans la prise en charge oncologique, puisque maintenant on sait que l'immunothérapie intervient dans beaucoup de prises en charge oncologiques diverses et que du coup, le fait de pouvoir le délocaliser rapidement à domicile permet de pouvoir interagir rapidement avec nos partenaires de proximité à domicile. Donc là, je vous représente rapidement, c'était en 3 séquences. Il y avait 6 mois en hôpital de jour, 6 mois à domicile en HAD, puis la dernière séquence totalement en HAD avec une cadence des suivis par les médecins oncologues, au début renforcée, puis écartée, puis complètement allégée. Enfin, le concept du Early Palliative Care. Donc, je vous ai remis un petit peu l'article par lequel je me suis inspiré les soins palliatifs précoces et intégrés en oncologie, qui sont préconisés par plusieurs recommandations internationales, dont celle de l'ASCO en 2017. Les soins palliatifs précoces apportent un bénéfice sur la qualité de vie et la réduction des symptômes. Ils ont une tendance en faveur de la réduction du syndrome dépressif et de l'augmentation de la survie globale, une amélioration de la qualité de vie des proches et une réduction de l'agressivité des soins en fin de vie. Le plus souvent, dès le diagnostic, pour des pathologies ayant un mauvais pronostic et les critères précis de recours aux soins palliatifs sont en cours de validation. Donc, en gros, ce qui est important, c'est de bien redéfinir que les soins palliatifs précoces et des soins centrés sur la personne malade, sur la prise en charge de ses symptômes, avec une nécessaire information et éducation du malade sur sa maladie, sur son pronostic et une aide à l'adaptation psychologique. Et on voit également, du coup, dans ce Early Palliative Care, on peut y mettre aussi le HAD Palliative Care, c'est-à-dire parler rapidement également de ce qu'on peut faire dans le cadre de l'HAD afin de pouvoir répondre aux souhaits des patients qui sont dans un certain nombre de questionnements dans la population générale, un souhait de pouvoir finir leur fin de vie au domicile. Voilà pour la première partie un petit peu plus théorique. Et là, du coup, je vais vous présenter 2 cas cliniques et après, je pourrai répondre à toutes vos questions, discussions et élargir un petit peu l'ensemble de la discussion autour des enjeux et des repères dans la prise en charge palliative en cancérologie. Donc là, je vais vous parler d'un homme de 65 ans qui est atteint d'un cancer du pancréas. Donc les cancers du pancréas sont souvent des cancers de mauvais pronostic puisqu'il y a très peu de traitements et ils sont très souvent agressifs d'emblée. Donc il était localement avancé et le protocole de chimiothérapie proposé par l'oncologue était une chimiothérapie dite palliative par gemcitabine hebdomadaire. Donc, au sein du centre Léon Bérard, on a un parcours pancréas où l'ensemble des patients qui sont diagnostiqués pour un cancer du pancréas ont une évaluation très rapide par l'équipe mobile de soins palliatifs. L'objectif des traitements est principalement de limiter l'évolution néoplasique et les symptômes.
Donc, dans l'organisation que nous avons, la première cure complète de chimiothérapie est initiée à l'hôpital de jour. Et à partir de la deuxième cure, on fait généralement les J1 en hôpitaux de jour et J8, J15 en HAD. Donc, il y a une organisation de la prise en charge avant validation. Donc, l'oncologue prescrit la chimiothérapie dans notre logiciel interne au centre. L'équipe d'HAD évalue lors de la première cure la faisabilité de la prise en charge au domicile, notamment si on a la disponibilité d'infirmiers libéraux qui peuvent administrer le traitement au domicile. Si le médecin traitant accepte de prendre en charge le patient et de faire des visites au domicile avant la validation des cures. Si malheureusement, ce qui arrive actuellement, il n'y a pas de médecin traitant ou que le médecin traitant n'est pas disponible, c'est le médecin coordonnateur qui pourra faire office de médecin traitant pour la prise en charge et bien évidemment vérifier les conditions du domicile. Le patient doit avoir avant toute administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en HAD la pose d'une VVC pour éviter les risques justement de mauvaise administration. Le déroulement au domicile, je vous l'ai fait très brièvement. Après, si vous avez des questions sur ce point-là, on pourra en discuter par la suite. Mais en tout cas, là, il y a une vérification la veille de l'administration du bilan sanguin plus la visite médicale, une validation le jour même du go administration, et il y a une prise de nouvelles le lendemain et une validation du protocole par l'équipe de l'HAD. Et concernant ce patient, au bout de 3 cures, il y a un appel de l'astreinte de l'HAD pour signaler le patient a des nausées, vomissements, un arrêt des matières et des gaz, douleur intense au niveau de l'abdomen. Donc, on va dire là, c'est ma formation spécialisée en oncologie. Moi, je pense tout de suite à le risque de syndrome occlusif. Je pense que vous l'avez également. Nous, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le patient, très vite, on peut le transférer sur l'UGU du CLB pour évaluer la problématique et avoir un scanner abdominopelvien rapide qui montre bien évidemment le syndrome occlusif sur carcinose péritonéale. Donc là, on a un changement de clinique concernant ce patient et du coup, une réflexion qui va se poser sur est-ce qu'il évolue et s'il évolue, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait en regard de sa thérapeutique qu'on fait actuellement au domicile, qui est le Gemzar. Donc c'est pour ça que là, très vite, on a un lien avec l'oncologue pour revoir le projet thérapeutique en regard de cette évolution sur le scanner. L'oncologue, au vu de cette évolution, lui décide d'arrêter le protocole de chimio et on a mis en place ensemble un protocole d'occlusion sur carcinose péritonéale avec un traitement intraveineux multiple qui associe corticoïdes, protecteur gastrique, antalgique, antiémétique type largactyle et des morphiniques au besoin. Il y a également très rapidement, selon le souhait de l'oncologue, la mise en place d'une alimentation artificielle par voie intraveineuse et le patient souhaite un retour au domicile rapide et du coup, on remet en place l'hospitalisation au domicile, mais là, pour le coup, moins cadencé que pour la chimiothérapie. L'hospitalisation au domicile devient continue, c'est-à-dire qu'on suit le patient en continu. Malheureusement, au bout de quelques jours, l'état général du patient ne s'améliore pas malgré l'ensemble des thérapeutiques mises en place. Et là, on avait fait une visite au domicile pour discuter avec le patient et son entourage de notamment l'évolution de la maladie et leur souhait de projet d'accompagnement, notamment sur la fin de vie. Donc c'est là où justement il y a toute la notion de où est-ce que le patient souhaite faire sa fin de vie. Donc c'est des discussions qui sont souvent complexes et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de connaître le patient en amont, parce que plus on connaît le patient en amont, plus il est facile, entre guillemets, enfin moins difficile tout du moins, de pouvoir échanger avec lui sur ces notions-là, et plus on va le rassurer s'il nous connaît, on va le rassurer notamment au domicile. Il y a un souhait d'un accompagnement intégral au domicile. Donc, de par cette discussion, moi, j'ai fait un retour à l'oncologue et je lui ai fait un retour notamment des souhaits du patient. Et au regard de ces souhaits, j'ai également posé la question de l'alimentation artificielle qui n'apporte pas un bénéfice important aux patients. Donc, toute la difficulté, c'est l'oncologue a mis en place l'alimentation artificielle et nous, on va, entre guillemets, décider de l'arrêter. Et c'est là où l'importance est de montrer aux patients et la discussion qu'on va avoir avec l'oncologue vont avoir une importance assez importante. Je vous ai dit plein de fois important, c'est vous dire l'importance. C'est que du coup, il va falloir pouvoir faire comprendre aux patients que l'alimentation artificielle
ne lui apporte pas un bénéfice majeur et surtout qu'elle est très à risque. Et l'idée d'en discuter également avec l'oncologue, c'est que le patient, il arrive, et je pense que vous devez avoir ce type d'exemple, il va appeler son oncologue en parallèle. Et du coup, si vous avez déjà échangé avec l'oncologue en amont en expliquant le non-bénéfice de l'alimentation, il va pouvoir, lui, argumenter dans votre sens et on va pouvoir continuer la prise en charge dans ce sens-là. Il y a également un échange avec l'entourage sur le besoin d'accompagnement durant cette phase. Et donc, on a adapté les thérapeutiques au jour le jour avec mise en place notamment d'une PCA de morphine au domicile et une adaptation de la dose de l'argactyle pour apaiser le patient. Et le patient est finalement décédé au domicile 10 jours après la découverte du syndrome occlusif, entouré de sa famille et ça a été calme et paisible. Je vous ai remis quelques petits points clés importants qui sont l'écoute, la communication, l'adaptation rapide et la réactivité. C'est-à-dire le patient, plus on va lui répondre rapidement, plus il va se sentir rassuré au domicile. Et enfin, le cas clinique numéro 2, donc un patient de 72 ans qui est suivi pour un cancer bronchique non à petites cellules métastatiques au niveau osseux et pulmonaire contralatéral, qui a un protocole d'immunothérapie fait en AJ toutes les 4 semaines et qui est orienté sur notre unité de gestion et d'évaluation de l'imprévu pour des douleurs osseuses intenses et réfractaires aux antalgiques de palier 1 et 2. Très vite, il y a mise en place d'une PCA de morphine IV par le médecin de l'UGUI et une orientation vers l'HAD pour suite de la prise en charge. Donc une installation, livraison du matériel par l'HAD, une éducation du patient et de son entourage et de ses infirmiers à domicile à l'utilisation de la PCA, un suivi paramédical quotidien par les IDE, notamment sur l'évaluation de la douleur, les constantes, la vigilance et la gestion des effets secondaires, et un suivi médical régulier avec des visites au domicile pour évaluation globale. Lors d'une visite à domicile, le médecin de l'HAD voit que l'état respiratoire s'aggrave depuis plusieurs jours selon le patient et du coup, il est de plus en plus dyspnique. Le patient a rendez-vous 2 jours après pour sa cure d'immunothérapie. Donc, nous informons l'oncologue de l'aggravation de la dyspnée. On organise une venue sur l'unité de gestion et d'évaluation de l'imprévu pour faire un scanner thoracique rapidement, qui nous montre une aggravation des lésions pulmonaires. Et l'oncologue décide d'arrêter l'immunothérapie et d'un changement de ligne thérapeutique par Taxol hebdomadaire. Il y a un retour au domicile qui est organisé avec poursuite de l'HAD, notamment avec poursuite de la PCA. La première cure de Taxol, comme je vous l'ai expliqué, du coup, se fait intégralement en hôpital de jour et il y a des visites médicales au domicile qui sont faites les semaines généralement où le patient n'a pas de Taxol afin d'évaluer la tolérance du traitement et de voir un petit peu l'évolution de la prise en charge de la douleur. Et du coup, durant cette semaine-là, la discussion avec le patient de la fatigue engendrée par les déplacements toutes les semaines, le patient nous dit qu'il se sent de plus en plus fatigué d'aller toutes les semaines faire ses Taxol en AJ. Donc, le Taxol étant faisable dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, on lui propose de faire les J8 et J15 en HAD. Le patient est bien d'accord avec cela. Et du coup, nous échangeons avec l'oncologue sur son souhait et sa validation de pouvoir faire cela dans le cadre de l'HAD. Et on se met également en lien avec le médecin traitant si celui-ci souhaite poursuivre la prise en charge dans le cadre de l'HAD. Donc, on organise finalement les chimios en HAD. Et lors d'une validation d'une cure de Taxol, le médecin traitant qui validait justement les cures de Taxol nous a appelé pour signaler une asthénie plus importante. Et du coup, il n'était pas trop pour valider la chimio. Donc, on a validé avec lui le fait de ne pas administrer au domicile. Et on a proposé une visite au domicile pour un petit peu réévaluer la situation au domicile. Donc, il y a eu une discussion sur les souhaits du patient et de sa famille. Et le patient se sentait fatigué par les chimios et se posait la question de la nécessité de les poursuivre. Il avait l'impression que ça ne lui apportait pas un grand bénéfice. Mais il y avait une inquiétude de l'épouse, si on arrêtait les chimios, de voir mourir son mari à la maison et le patient qui ne souhaite pas être un poids pour son épouse. Donc, au regard de cet ensemble-là, on a demandé à ce que le patient puisse avoir une évaluation lors d'une prochaine venue en hôpital de jour par l'équipe mobile de soins palliatifs et du coup qu'il y ait une évaluation conjointe entre l'oncologue, l'équipe mobile de soins palliatifs et nous, notre vision dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Bien évidemment, on a informé l'oncologue de la discussion et lors de sa venue en AJ, le patient était trop fatigué pour recevoir sa chimiothérapie. Il se plaignait notamment de majoration de ses douleurs, probablement en lien avec ses lésions osseuses.
Et donc, on a décidé de lui faire un scanner thoraco-abdominopelvien afin de voir l'évolution néoplasique. Et malheureusement, il évoluait. Donc, il y a eu une discussion sur l'arrêt des chimiothérapies. Le patient voulait toujours rentrer au domicile pour le moment, donc on a organisé le retour en HAD avec la poursuite de la PCA. Et on a organisé rapidement une visite à domicile pour discuter avec le patient et notamment parler de la possibilité de faire une sédation profonde et continue en cas d'aggravation, notamment respiratoire. Et on a fait de la réassurance du patient et de son épouse. Par la suite, on a donc mis, lors d'une aggravation respiratoire, on a mis la PCA de midazolam en réserve pour permettre de pouvoir réagir rapidement au domicile. Et lors d'une aggravation respiratoire sur une astreinte, on a optimisé la PCA de morphine et déclenché la PCA de midazolam. Et le patient est décédé paisiblement au domicile, entouré de son épouse, qui du coup a pu l'accompagner jusqu'au bout à côté d'elle. Les points clés de ce cas clinique, donc c'est l'adaptation, l'évaluation, la réévaluation, l'anticipation, la communication et l'écoute à tout point et à tout moment. Donc voilà pour les deux cas cliniques. Donc pour vous faire une petite synthèse et une conclusion avant de répondre à toutes vos questions, l'organisation d'une HAD oncologique, c'est comme vous le savez, c'est une prise en charge globale qui permet de coordonner le parcours de soins entre les spécialités de l'hôpital et les spécificités de l'hôpital, que sont les oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes et les soins de support, et la ville, avec une équipe logistique formée pour coordonner des soins, composée de médecins, d'infirmiers, d'assistantes sociales, d'assistantes médicales, avec un lien renforcé avec les équipes hospitalières, un lien également renforcé avec les équipes de proximité, que sont le médecin traitant et les infirmiers libéraux, avec lesquels on peut faire également des visites conjointes. Il y a un rôle important de l'assistante sociale, je pense que vous le savez tous. La prise en charge sociale est quand même primordiale dans nos prises en charge en HAD, mais également une prise en charge psychosociale également très importante, afin de pouvoir rassurer et d'aider et d'accompagner le patient et son entourage à tous les moments. Donc nous, le suivi, on le fait au domicile, mais également lors des passages au sein du centre, de par notre intégration directement dans la structure hospitalière et l'astreinte médicale 24/24, 7 jours sur 7, que nous avons désormais tous. Donc pour conclure, les soins palliatifs en cancérologie, il y a une importance majeure de la communication entre tous les acteurs de la prise en charge, qu'elle soit intra- et extra-hospitalière. Donc pour revenir un petit peu à mon avant-propos, c'est l'importance de la coordination entre tout le monde. Donc une importance des échanges sur le suivi et l'évolution avec l'équipe hospitalière. L'oncologue reste pour les patients leur référent. Donc s'ils vont avoir des doutes sur nos prises en charge, ils vont appeler leur oncologue. Donc si on est très en lien avec l'équipe oncologique, on va justement faire une prise en charge coordonnée autour du patient qui va ne pas se sentir perdu parce qu'on ne va pas avoir des discours discordants, ce qui est justement souvent le risque de non-réussite. C'est pour ça que je vous parle de parcours de soins coordonnés comme facteur de réussite. Il faut qu'on soit coordonné l'ensemble des acteurs autour du patient pour que le patient, peu importe les interlocuteurs qu'il va avoir autour de lui, il va sentir qu'on travaille ensemble. Même si on n'est pas forcément d'accord, on va en discuter entre nous, mais par contre, on va se coordonner autour de lui pour que lui, il puisse savoir comment il avance. On le sait tous, les temporalités sont différentes à l'hôpital et au domicile, mais l'importance de la transmission est majeure, d'où les soutiens numériques qu'on peut avoir pour pouvoir justement échanger les différentes informations sur des transmissions sécurisées. L'intégration de l'ensemble des acteurs dans la prise en charge, notamment les libéraux, les personnes de proximité, les hôpitaux de proximité, les équipes mobiles de proximité. Comme je vous disais, nous, on est un centre régional, donc on essaye également de travailler avec les équipes de proximité suivant les prises en charge et suivant les modalités de prise en charge. Prendre le temps d'échanger avec le patient. Ça, c'est la notion d'écoute. Et enfin, avoir une évaluation globale, médicale, sociale, environnementale et familiale du patient. Ça, vous le savez tous, afin de structurer des parcours de soins. Nous, c'est des réflexions qu'on a beaucoup au sein du centre, de pouvoir structurer un parcours coordonné du traitement systémique médicamenteux du cancer à la prise en charge palliative. Comment on essaye d'avoir un parcours coordonné pour le patient pour qu'il puisse savoir comment avancer dans sa maladie. Et je vous ai mis un petit peu les petits mots qui me venaient en mots-clés: évaluation, anticipation, coordination, formation, information, éducation, adaptation. Et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour toutes vos questions en espérant que vous ayez à peu près bien entendu toutes mes notions. Merci Bruno pour ton intervention.
Alors, tu as pris les choses de façon assez large, globale, resituer vraiment la place de l'HAD auprès du patient en cancérologie et dans le parcours de soins, en insistant, je pense qu'on l'a tous bien entendu, sur le fait que les interventions précoces favorisaient aussi la qualité du Tout à fait. suivi et l'intégration à la fois de soins de support et d'une dimension de prise en charge palliative, voire de soins palliatifs exclusifs lorsque on est dans cette phase de la maladie. Donc, on a bien entendu, je pense, tes messages sur cette implication précoce et aussi sur l'orientation avec un certain virage domiciliaire de la cancérologie, qui est un enjeu pour nous d'attraper la balle au bon moment et puis de nous inscrire. Alors, ensuite, tu as fait une présentation dans le cadre de ton exercice au CLCC, qui est quand même particulière, Tout à fait. mais qui donne un modèle déjà très intégré qui peut être, nous aider chacun à réfléchir par rapport à nos partenaires de services oncologiques référents, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient des centres plus de proximité, pour savoir comment créer des partenariats pour obtenir ce positionnement et surtout cette communication tout au long de la prise en charge du patient. Parce que moi, ce que j'ai compris aussi, c'était cette importance d'avoir un lien permanent, une réactivité qui permet d'ajuster, d'avoir un juste soin, une décision thérapeutique juste. Et ça, c'était très flagrant dans tes situations cliniques où le médecin d'HAD ou l'équipe d'HAD a été partie prenante auprès du patient de la décision d'arrêt des thérapeutiques spécifiques. Tout à fait. Voilà. Alors, peut-être avant de redonner la parole, mais vous avez la place pour poser des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. On va revenir à ce quiz qui a été posé au départ. Voilà. Donc, la première question, c'était: le patient atteint de cancer ne peut bénéficier de soins palliatifs que s'il n'y a pas de chimiothérapie. Et là, la quasi-totalité des répondants ont dit que c'était faux, donc je pense que le message est passé, mais il y a quand même 3% de personnes qui pensaient qu'il fallait avoir arrêté la chimio ou l'immuno pour pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Donc je pense que ton message était clair: soins palliatifs précoces et soins intégrés. Tout à fait. Deuxième question: les soins palliatifs et les soins de support en oncologie sont totalement différents. Alors là, les réponses sont beaucoup plus partagées. C'est à peu près moitié-moitié sur vrai ou faux. Alors la volonté que j'avais notamment par cette question, c'était justement comme je disais un petit peu, c'est la notion de terminologie. Comme je le disais en avant-propos, et on le voit actuellement au sein des CLCC, on est en train de faire une étude sur l'intégration des soins palliatifs dans le cadre de l'urgence. Et on se rend compte qu'un des blocages que les médecins ou les infirmiers ont, c'est la notion du mot soins palliatifs. Parce que dans l'oncologie, déjà, un patient, quand on lui parle de cancer, il se projette déjà vers la mort. Dès l'annonce, il se projette vers malheureusement cette issue fatale qu'est la cancérologie, même si bien évidemment, avec les avancées thérapeutiques, on va dire que maintenant, il y a beaucoup de plus en plus de pathologies cancéreuses qui deviennent chroniques. Mais on se rend compte également, quand on parle avec les patients, justement, que la notion de soins de support, soins d'accompagnement sont des notions qui vont moins être, on va dire, préposées à la fin de vie. Et ça permet d'élargir le champ du soin palliatif. Et c'est pour ça que je mettais vraiment ces deux notions en regard pour vraiment dire, il y a les soins de support en oncologie qui sont une prise en charge dans laquelle s'insèrent les soins palliatifs, mais ils se rejoignent quand même l'un l'autre. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais… Voilà, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que notre pays se pose ces questions aussi des dénominations. Les soins de support existent, les soins palliatifs et l'accompagnement, puisque les deux sont liés, sont à nouveau dans le paysage. Peut-être qu'on est revenu un peu en arrière par rapport à cette idée qu'il y avait eu dans
la stratégie d'aller uniquement vers le terme d'accompagnement, mais que ce qui est spécifique des soins palliatifs, c'est cette dimension de la mort probable ou de la mort possible qui donne une tonalité à ce qui est fait, alors qu'initialement les soins de support étaient plus orientés vers le soutien du patient dans sa maladie et face aux traitements et à leurs effets secondaires. Voilà, pour essayer de donner un repère, mais évidemment, la nature de ce qui est fait en termes de soins est souvent proche ou est fait par les mêmes acteurs. Après, il y avait une question sur je peux bénéficier des soins palliatifs en USP, en LISP, à domicile avec l'HAD, en EHPAD, et puis à domicile en soins ambulatoires avec mon médecin traitant et ses partenaires. Alors, les 3 premiers, tout le monde s'entendait pour dire que c'était vrai, mais à domicile en soins ambulatoires avec mon médecin traitant et ses partenaires, là, seule la moitié des participants ont répondu que c'était possible. Alors, c'est quand même ce qui est dit dans... On ne vous entend plus. Ah, vous avez tous un problème de micro? vous nous entendez? Alors moi, je vous entends toujours très bien. Bon, je continue. J'espère que c'est que la chaîne de Cray qui n'entend pas. Donc, quand on regarde ce qui est à la fois dans la stratégie soins palliatifs, mais aussi dans l'instruction de juin 2023, on voit bien qu'il y a une gradation des prises en charge palliatives et que les situations les plus simples relèvent des soins de premier secours, donc bien du médecin traitant et de ses partenaires, et que l'HAD n'a pas vocation à prendre toutes les situations palliatives, mais s'inscrit plutôt au niveau de la complexité moyenne et sévère. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ensemble, c'est qu'on doit faire face finalement aux situations les plus complexes. Alors ensuite, une question sur l'oncologue ne fait pas de soins palliatifs. Celle-là, elle était volontairement un petit peu pour dire qu'en fait, l'oncologue peut totalement faire du soin palliatif et c'est toute la notion d'une prise en charge globale et d'acculturation. C'est vrai qu'après, l'oncologue va un petit peu se mettre dans son expertise d'oncologue et avancer et évoluer vers justement les innovations thérapeutiques dans un centre aussi expert qu'un CLCC. L'idée, c'est de faire de l'innovation thérapeutique, c'est justement d'essayer d'aller plus loin, mais il faut toujours garder en tête justement les soins palliatifs et les oncologues, pour un grand nombre d'entre eux, savent très bien faire des soins palliatifs. Après, c'est justement comment optimiser les compétences et les expertises de chacun. Et l'idée, c'est qu'après, l'oncologue, l'idée n'est pas qu'il s'enferme seul dans cette prise en charge qui est globale, mais plutôt qu'il puisse interpeller les équipes expertes dans ce domaine-là, ce qui lui permet de travailler justement en collaboration les uns avec les autres. Et dernière question, la prise en charge du cancer ne peut se faire que dans des centres spécialisés. Et donc là, 15% des personnes ont répondu vrai, mais on peut aussi peut-être lire la question d'une façon différente. Ta réponse? Alors, ma réponse, c'est que c'est faux. La prise en charge oncologique peut se faire justement hors des centres spécialisés, mais il y a une importance et c'est un peu toute la stratégie, notamment dans le cadre de la cancérologie, comme je le disais au tout début, c'est d'avoir des réunions de concertation pluridisciplinaires avec des centres experts qui interviennent au sein de ces réunions. Donc, il y a des pathologies, notamment qui nécessitent une très grande expertise. L'exemple que je peux vous donner en localité, c'est le sarcome, où on a des experts du sarcome, qui est une maladie qui est quand même assez rare et donc qui nécessite justement une expertise importante et un très gros réseau qui a été créé justement par notre directeur général qui s'appelle Jean-Yves Blais. Et l'idée, c'est ça peut être traité dans des centres experts, ça peut être traité dans des centres moins experts pour on va dire des chimiothérapies qui sont pas complexes et qui peuvent se faire dans des établissements associés. Par contre, il y a besoin quand même d'avoir un avis. Donc c'est pour ça que ça ne se fait pas forcément dans les centres spécialisés, mais il y a des avis qui sont demandés. C'était un petit peu le double propos. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Il y a à la fois une question dans le chat et puis quelque chose qui sortait des cas cliniques qui est vraiment autour de la position du médecin praticien d'HAD et de l'équipe d'HAD versus dans une situation l'oncologue et le médecin traitant d'autre part. La question en fait est posée en disant mais qu'est-ce qui a la main et qui est-ce qui décide? Il me semble que la réponse c'est que
il faut chercher le consensus et voir aussi où le patient met sa légitimité. Parce que si Exactement. le médecin d'HAD n'a aucune légitimité et si une parole doit être dite par l'oncologue, il faut que l'oncologue puisse discuter avec le patient. Si le patient ne veut plus aller à l'hôpital et légitime le médecin d'HAD, eh bien, il y a un transfert qui peut se faire, mais il ne faut pas le faire contre l'oncologue ou contre le médecin traitant. Et il va falloir le faire avec doigté au bénéfice du patient, mais je pense que c'est le patient qui légitime le médecin référent, quelque part. Tout à fait. C'est vraiment ça le point clé sur nos organisations, notamment en HAD, où au final, il y a beaucoup de décisionnaires, si on met tous les médecins côte à côte et qui doivent prendre des décisions. Et c'est vrai il y a autant d'avis que de médecins, hein, souvent dans une prise en charge. Et après, c'est comment on arrive à articuler autour d'un patient qui doit rester notre cœur de cible. Et c'est de voir justement, au vu de la situation, comment on analyse chacun de notre point de vue. Donc c'est là où on parle en effet de la légitimation par le patient, mais aussi de la confiance qu'on peut avoir entre médecins. Et c'est là où je parle justement du fait d'être souvent en lien avec les oncologues, de souvent échanger avec eux, de beaucoup communiquer avec eux. Ça crée quand même une relation de confiance où on va pouvoir échanger vraiment sur la prise en charge. Moi, je le vois, j'ai des moments, des patients où je me dis, ah oui, là, on est vraiment dans une prise en charge trop lourde pour le patient, il va le fatiguer, puis l'oncologue, il va me dire, oui, mais j'ai cet essai thérapeutique. Et en fait, on va voir avec le patient ce que lui, il souhaite par rapport à comment on l'évalue aussi nous, globalement, comment l'oncologue, dans son expertise, il va aussi juger l'affaire, parce qu'il y a beaucoup de situations, il y a des situations aussi où des fois, nous, je dirais presque, entre guillemets, on baisse les bras un peu rapidement de par notre fonctionnement de soins de support, alors que des fois, il y a des choses qui peuvent se passer assez révolutionnaires dans les innovations thérapeutiques. Et ça, c'est le patient. Le premier acteur de sa prise en charge, c'est le patient. Et c'est comment on fait consensus autour de lui. Merci, je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Oui. Ça suscite un certain nombre de questions. Je pense que ça va susciter aussi des réflexions. Je pense que face à tout ce qui nous a été apporté cet après-midi, il y a vraiment matière à réfléchir sur notre lien avec la filière oncologique, notre organisation, nos positionnements, et puis à voir comment on peut travailler et renforcer la place de l'HAD dans ces parcours de soins. Alors, on se retrouve dans 15 jours. On sera autour d'une autre population, puisque ça sera plutôt autour des personnes âgées, des troubles neurocognitifs, mais prise en charge palliative toujours. Voilà, d'ici là, bon travail et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.